Quand un tremblement de terre frappe ou qu'une inondation dévaste une région, l'attention du monde entier se concentre sur les sauvetages, les images spectaculaires. Mais une fois que la terre arrête de trembler, une deuxième bataille commence. Elle est silencieuse, mais tout aussi mortelle. C'est une lutte pour la survie, non pas contre les éléments, mais contre des ennemis totalement invisibles. Alors plongeons ensemble au cœur de ce combat méconnu, mais absolument essentiel. Voilà notre feuille de route. On va commencer par essayer de comprendre cette fameuse crise cachée. Puis, on suivra pas à pas les priorités des équipes de secours. D'abord l'eau, ensuite le confinement des maladies, puis la gestion globale du camp, pour finir par voir pourquoi ces gestes, ils sont tout simplement synonymes de survie. La véritable urgence sanitaire, figurez-vous qu'elle ne commence pas toujours avec la catastrophe elle-même. Non, elle démarre dans les heures et les jours qui suivent. C'est là que se niche un second désastre, celui des maladies qui menacent de frapper, juste au moment où toutes les infrastructures de base ont disparu. Cette citation, elle vient d'un manuel d'assainissement d'urgence et elle résume tout. C'est l'effondrement total d'un monde. Pour les survivants, tout ce qu'on tient pour acquis, l'eau du robinet, les toilettes, un toit, tout ça disparaît d'un coup, ce qui crée un environnement d'une vulnérabilité extrême. Et voilà, le point crucial, il est là. L'événement de départ, c'est le déclencheur. Mais la vraie menace pour la santé publique, elle émerge de ses conséquences. C'est une véritable course contre la montre qui s'engage, pour éviter que les maladies ne fassent plus de victimes que la catastrophe elle-même. Cet effondrement des services de base, ça crée un terreau, mais un terreau parfait pour les épidémies. L'eau et le sol sont contaminés, les abris sont précaires, et des maladies comme le choléra ou la dysenterie peuvent se propager à une vitesse folle. C'est ça, la catastrophe après la catastrophe. Face à ce chaos, il y a une priorité, une seule. Elle est absolue et non négociable pour n'importe quelle opération de secours. Sans elle, tout le reste est inutile. Il s'agit bien sûr de l'eau potable. Ce chiffre, 3 à 6 litres, ça peut paraître peu, mais c'est le strict minimum vital, juste pour boire et un peu de cuisine. Maintenant, multipliez ça par des milliers de personnes déplacées et on comprend tout de suite l'ampleur du défi logistique. Alors, comment on s'y prend ? Le processus, il est hyper rigoureux. D'abord, il faut trouver une source d'eau sûre, souvent loin, car les sources locales sont quasi toujours contaminées. Ensuite, impossible de prendre le moindre risque, on teste systématiquement cette eau. Vient l'étape clé, la désinfection au chlore, avec un dosage très précis pour être sûr qu'elle soit saine. Et c'est seulement après tout ça qu'elle peut être distribuée équitablement, souvent avec des camions-citernes et des points d'eau accessibles. Ok, fournir de l'eau propre, c'est bien, mais ça ne suffit pas si elle risque d'être contaminée à nouveau 5 minutes plus tard. C'est pour ça que, une fois l'eau sécurisée, toute l'attention se porte sur une autre menace, la contamination fécale. La gestion des excréments humains devient la deuxième ligne de défense cruciale. Et la solution, c'est souvent une technologie toute simple, mais qui a fait ses preuves. La latrine à trancher. Et attention, ce n'est pas juste un trou, c'est une véritable petite pièce d'ingénierie sanitaire d'urgence, qui a sauvé d'innombrables vies, simplement en isolant les déchets du reste du camp. La clé du succès ici, c'est l'adaptabilité. La solution doit coller à la durée de la crise. Pour une urgence de quelques jours, hop, on creuse une tranchée simple et peu profonde. Mais si on se rend compte que le camp risque de durer, alors on passe à un système plus robuste. La tranchée profonde, une solution bien plus durable. Et ça illustre parfaitement l'ingéniosité de la démarche. Avec des matériaux locaux, du bois, de la terre, du feuillage, on construit une structure qui fonctionne. On fixe un cadre, on pose des planches, on bouche les trous pour isoler et on crée un peu d'intimité. C'est comme ça qu'on transforme des ressources simples en une infrastructure de santé publique vitale. Mais l'assainissement, ça ne s'arrête pas aux latrines, loin de là. Pour qu'un camp déplacé soit viable et sain, il faut gérer l'ensemble des déchets produits par la vie de tous les jours. Absolument chaque détail compte. On distribue des sacs pour les ordures. On établit des points de collecte centralisés avec des poubelles qui ferment. Ensuite, on élimine ces déchets en toute sécurité. On va même jusqu'à prévoir des structures spécifiques comme les urinoirs. Rien, vraiment rien n'est laissé au hasard, parce que chaque petit élément contribue à l'hygiène globale du camp. Tout ce travail, méticuleux et vital, repose sur les épaules de professionnels qui sont rarement sous les feux des projecteurs, mais qui sont pourtant au cœur même de la réponse humanitaire. Le technicien sanitaire, c'est un peu le chef d'orchestre de la survie. Cette personne doit tout faire, contrôler l'eau, gérer les déchets, lutter contre les insectes porteurs de maladies comme les mouches ou les moustiques, vérifier la sécurité de la nourriture et coordonner les équipes. C'est un rôle multicasquette et il est absolument essentiel pour empêcher la seconde catastrophe. Cette phrase, elle résume toute la philosophie.
Les principes de santé publique, ce n'est pas un luxe qu'on se paye en temps de paix. Au contraire, leur application devient encore plus critique, encore plus vitale, quand tout le reste s'est effondré. La sanitation, c'est la fondation sur laquelle la santé de toute une population peut se reconstruire. On va terminer avec cette question pour réfléchir un peu. À notre époque, avec les drones, les GPS, toutes les technologies avancées, c'est fascinant de se dire qu'une solution aussi simple qu'une tranchée bien conçue reste l'une des interventions les plus efficaces pour protéger la santé de milliers de personnes. Dans un monde de haute technologie, peut-être que les solutions les plus puissantes sont aussi parfois les plus simples.